Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Il ne fait jamais froid dans les voix de la politique. En tout cas, le lundi soir sur Sud Radio en direct de 19h à 19h30. Nous sommes avec nos deux invités. Guillaume Bigot va nous rejoindre dans quelques instants, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française chez Plomb. Et nous sommes avec Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio, fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est publié chez Heredium. Au programme des voix de la politique, ce soir, dans un instant, on va parler de la grande manifestation qui a eu lieu ce week-end, la Marche des Libertés, ce mouvement contre la loi sécurité, étonnamment suivi dans toute la France. Est-ce que c'est un avant-goût de toutes les contestations qui ressurgiront après la pandémie? Ce sera notre premier débat. Et après, nous parlerons de la gauche, pour vous faire plaisir, Nicolas Corato, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Éric Piolle, peut-être pourquoi pas Anne Hidalgo. Pourquoi tant de candidatures de gauche à la présidentielle qui vient? On va en parler avec vous jusqu'à 19h30. Mais je le disais auparavant, parlons de ce mouvement assez surprenant, extrêmement suivi, et pas seulement à Paris, dans toute la France, contre la loi de sécurité globale, celle qui est portée par Gérald Darmanin, qui prévoyait entre autres, et que c'est extrêmement contesté, de flouter systématiquement le visage des policiers, d'interdire de les filmer en opération. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end dans toute la France pour le retrait de cette loi. Première question, Nicolas Corato, d'abord, est-ce que ça vous étonne, cette affluence? On est en plus en plein confinement. Ça m'étonne pas, même si je suis étonné par l'ampleur de cette, non pas première mobilisation, mais première très grande mobilisation. Ça fait un moment que des gens comme moi, mais comme d'autres, ont l'impression de prêcher dans le désert, et ça ne date pas de ce quinquennat, sur les libertés publiques, considérant que les libertés publiques régressent en France depuis une quinzaine d'années, à coup de lois d'exception, à coup de lois d'état d'urgence, à coup de différentes réformes, où finalement on abaisse nos libertés pour soi-disant gagner en sécurité. Cette illusion que plus on fait de lois liberticides, plus on gagnerait en sécurité, alors que je pense que c'est pas la loi qui protège, c'est avant tout les moyens qu'on met à la protection des citoyens. Et donc, on a l'impression que cette loi sur la sécurité globale, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder ce vase, d'un mouvement qui était inconnu, d'un signal faible que personne n'arrivait à analyser, et d'un coup, on voit que les Français, en fait, ont eu mal à leur liberté depuis quelques années et qu'ils l'expriment aujourd'hui dans la rue. Je pense que ce qui s'est passé samedi, c'est un signal très fort pour le pouvoir en place, qui veut dire arrêter de toucher aux libertés. Arrêtez de faire n'importe quoi avec le pacte républicain. Arrêtez de faire n'importe quoi avec nos principes fondamentaux. Ça suffit. Vous pouvez gouverner le pays autrement qu'en abaissant constamment les libertés. Ça n'est pas la seule marge de manœuvre, la seule valeur sur laquelle vous pouvez travailler. Il y a d'autres choses à faire pour relever ce pays que de matraquer les libertés. Et on voit à quel point les Français sont très attachés à leur liberté. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce mouvement-là, celui-là précisément contre la loi de sécurité globale, se poursuive jusqu'à, pourquoi pas, soit au vote final de cette loi, soit son retrait? Moi je pense que tant que ce texte n'aura pas été retiré, ce mouvement ne s'arrêtera pas. Parce qu'encore une fois, je le répète, il n'est pas né uniquement de ce texte, ce mouvement. Je pense qu'il a une aspiration beaucoup plus large. Et que ce gouvernement qui nous a habitués à ne jamais retirer ces textes, en attendant toujours le pire, en testant toujours la dernière limite, le dernier moyen par lequel la société peut craquer. Eh bien, si ce gouvernement ne retire pas ce texte, oui, ce mouvement va prendre de l'ampleur et va déborder de son cadre. Ce ne sera plus uniquement la question du retrait de la loi qui sera sur la table, mais la question même de la refondation, je le crois et je l'appelle de mes voeux, du pacte républicain. Il faut revenir sur les lois d'exception, il faut arrêter d'intégrer les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Je pense que les Français ont compris peut-être avec ce texte qu'il était possible d'aller trop loin et qu'il fallait revenir sur cette tendance liberticide. Quels sont les mouvements qui peuvent naître après cette période de pandémie? Imaginons, allez, on croise les doigts que dans un an on en soit à peu près sorti, je parle de la pandémie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signaux faibles peut-être qu'on ne remarque pas et qui pourrait pousser beaucoup de Français à aller dans la rue?
Je sais pas s'il faut prendre les choses par thématique, mais j'ai l'impression quand même que la question des libertés, contrairement à ce qu'on imagine ou ce qu'imaginent certains observateurs, sera au centre de la campagne des présidentielles en 2022. Je suis persuadé que ce point-là, qui n'a pas été entrevu par le gouvernement, est un point extrêmement clivant qui peut cliver la société française et cliver la société française contre le pouvoir en place. Et quand on parle de liberté, il y a plusieurs aspects. Il y a la liberté, par exemple, de manifester. Effectivement, la loi de sécurité globale, elle est accusée de porter atteinte au droit fondamental qui est celui de manifester. Il y a aussi la liberté face à la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'on est davantage un pays liberticide qu'il y a quelques années, Nicolas Corato ? C'est l'accumulation des réformes liberticides. Vous citez la loi de sécurité globale sur la liberté de manifester, mais je vous rappelle, il y a quelques mois, la loi dite anti-casseurs, qui empêchait d'aller manifester si vous n'étiez pas découvert, si vous ne vous étiez pas signalé. Je vous rappelle quand même que dans ce pays, du fait de l'état d'urgence, on ne peut plus manifester sans déclarer préalablement. Il faut être autorisé à manifester. Vous voyez les reculs qui ont eu lieu et qui viennent de plusieurs textes, de plusieurs mouvements. Donc, bien entendu, ça fait 15 ans. En fait, en 15 ans, vous avez 17 lois d'exception dans ce pays, si je compte les états d'urgence. Guillaume, Est-ce que la sécurité dans ce pays a augmenté en 15 ans? Non. Est-ce que les libertés ont régressé en 15 ans? Oui. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est le rééquilibrage pour les libertés, et c'est un sujet fondamentalement politique. Et donc, vous espérez qu'il sera porté pour la prochaine campagne présidentielle? Oui, et je note, Jean-Marie, et c'est important, il fallait regarder le cortège samedi, les cortèges samedi, de voir le nombre de jeunes, voire de très jeunes qui étaient dans les cortèges. Il y a là, je pense, le fondement aussi d'une forme d'engagement et de militantisme, d'une certaine forme de jeunesse, une jeunesse qui n'est pas politisée et qui va aller finalement vers un engagement militant à travers le thème des libertés. Et ça, c'est plutôt encourageant. Guillaume Bigot nous a rejoint, un politologue, auteur du livre Populophobie, il faut remplacer la classe dirigeante française. Bonsoir à vous, Guillaume. Bonsoir, Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, entre 130 et 500 000 manifestants selon les sources dans toute la France ce week-end, à peu près, et à la louche malheureusement. Est-ce que d'abord, vous aussi, vous êtes surpris par l'ampleur de la mobilisation contre la loi de sécurité globale? Non, pas vraiment, parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de groupes différents, de parties prenantes différentes, d'acteurs politiques différents, qui avaient des raisons vraiment différentes de manifester, mais qui allaient pouvoir converger. Donc je pense qu'entre du meilleur au pire, du simple citoyen qui sent en effet que les libertés fondamentales sont attaquées alors même qu'on n'a pas plus de sécurité et qu'il y a des lois gadgets comme celle de la sécurité globale, au pire, c'est-à-dire au black bloc, des petits bourgeois néofascistes qui vont tabasser du smicard. Voilà, donc du meilleur Quand au vous pire. dites smicard, vous parlez des policiers. Bah oui, les politiques gagnent un peu plus que le SMIC, ils gagnent 1 800 € par mois au début de leur carrière, je crois, mais enfin bon, que des gamins sans doute issus de milieux privilégiés, comme ça, s'en donnent à cœur joie pour tabasser des gens du peuple, c'est vraiment insupportable. Et, de toute façon, il est interdit dans ce pays, et dans n'importe quel état de droit, de tabasser des gens, qu'ils soient du peuple ou d'ailleurs de l'élite. Ça c'est bien évident, mais ce qui est le comble de l'absurdité, c'est qu'on se réclame d'une idéologie d'extrême gauche. Alors là, ça devient quand même de la folie furieuse. Surtout, il y a quelque chose qui n'est pas bien intégré par ces gens, c'est que les forces de l'ordre, elles sont aux ordres précisément. Les forces de l'ordre, elles ne prennent pas parti, elles ne sont pas là pour prendre parti, elles obéissent aux ordres qui sont donnés par les autorités élues. Et pour revenir sur la loi elle-même et sur l'ampleur de la mobilisation, je pense qu'il y avait vraiment des gens aussi qui avaient été atterrés par les vidéos, des gens qui avaient été peut-être rameutés d'ailleurs, et c'est là où on atteint l'absurdité du en même temps, puisque le président de la République, en faisant part de sa honte et de son indignation, il avait le droit de le faire, bien sûr, mais peut-être fallait-il aussi tenir compte de la réouverture des commerces, parce que la manifestation le jour de la réouverture des commerces, c'était très difficile. Donc là, en faisant part de sa honte, de son indignation, le président de la République, qui a priori a voulu finalement la loi sur la sécurité globale, savait très bien que cette manifestation, elle serait gonflée en fait comme un torrent par l'indignation suscitée par les images atroces. Et du coup, il fallait faire quoi? Il fallait empêcher la manifestation ou la faire un autre jour Oui, la faire un autre jour, ça aurait été quand même le minimum. Je pense que c'était, il y avait probablement
besoin de manifester ou de marquer le coup, mais peut-être pas ce jour-là. Non, le jour de la réouverture des commerces, c'est quand même très malheureux. Enfin, Guillaume, en un on mot, s'en Nicolas. fiche. Pardon, mais on s'en fiche de la réouverture des commerces quand les libertés sont en cause. Je pense qu'il faut arrêter. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Ce qui nous distingue, c'est pas d'être des consommateurs, c'est d'être des citoyens. On aura le temps d'aller acheter nos cadeaux de Noël. Hein. Voilà. Oui, mais le but, c'est pas de sauver Noël, c'est que Noël nous sauve, hein, en bons chrétiens que nous sommes. En bon chrétien, en tout cas, je suis assez d'accord avec ça, sauf qu'on a tout de même le droit aussi d'avoir un commerce, on a le droit de vivre décemment de son travail, et on a surtout, parce que c'est ça qui est en cause en fait, je pense que là où je suis assez d'accord pour dire que cette surveillance par drone, etc., tout ça qui est contenu dans la loi de sécurité globale, le nom même de sécurité globale, ça a l'air inventé par George Orwell lui-même. Enfin, rien que le titre, enfin le nom de la loi est assez édifiant. Mais je crois que c'est surtout le fait que les gens sentent bien qu'il va y avoir une restriction en effet des libertés sans qu'il y ait finalement une amélioration, je dis pas moi de la sécurité, mais de la sûreté. C'est pas la sécurité, on s'en fiche de la sécurité. La sûreté, c'est très important. La sûreté, c'est un des droits de l'homme les plus essentiels. C'est le droit de vivre en paix, de ne pas se faire tabasser. Et donc, je suis d'accord, mais les libertés, en fait, elles sont d'abord et avant tout attaquées et mises en cause par la montée de l'ensauvagement. C'est ça qui fait que les droits de l'homme sont bafoués et ensanglantés tous les jours en France. Allez, on reviendra sur le débat, notamment sur le terme d'ensauvagement, parce que je sais que Nicolas Corato a envie d'y répondre, mais on en reparlera une autre fois. En tout cas, restez avec nous, Guillaume Bigot et Nicolas Corato. Dans un instant, parlons de la gauche. Pourquoi tant de candidatures putatives, en tout cas, pour la présidentielle à gauche? Anne Hidalgo, Éric Piolle, le maire de Grenoble, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, également Jean-Luc Mélenchon qui demande un parrainage citoyen sur Internet. Pourquoi tant de candidats à gauche? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Les voix de la politique jusqu'à 19h30 sur Sud Radio, comme tous les lundis soirs, en compagnie de Guillaume Bigot, politologue, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Parlons de la gauche, très inspirée manifestement pour la prochaine présidentielle de 2022, puisqu'on en est à beaucoup de candidatures qui prennent de plus en plus d'ampleur. Yannick Jadot, effectivement, pour Europe Écologie Les Verts, et pourquoi pas chez Les Verts aussi, le maire de Grenoble, Éric Piolle, plus ou moins déclaré l'un et l'autre. D'ailleurs, parlons de Jean-Luc Mélenchon qui sollicite des parrainages citoyens sur Internet pour conduire la France insoumise au présidentiel. Et parlons de la maire de Paris, maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui elle-même pourrait finalement prendre sa part, comme elle l'avait dit, à la présidentielle 2022. On est presque à 2 ans de cette présidentielle. Comment expliquer un si grand nombre de candidatures? Comment vous l'expliquez, Guillaume Bigot? D'abord parce que lorsque François Mitterrand disait, quand quelqu'un me dit qu'il est au centre, c'est qu'il n'est donc pas à gauche. Donc Macron est vraiment à droite. En plus, s'il y avait une ambiguïté, il n'y en a plus du tout. Maintenant, il est au centre droit et à la droite et à droite. Donc ça crée évidemment un appel, une sorte de vide à gauche. Il y a de la place. Deuxièmement, il y a de toute façon, l'idéologie, on peut dire l'idéologie, pas seulement le marxisme ou le socialisme, enfin toute espèce de vision, disons, collective de la société s'est effondrée, même à gauche. Il faudrait vraiment mettre beaucoup de guillemets avec la gauche. Donc on est rentré dans le tout à l'ego. Donc là, il y a, si vous voulez, pas du tout d'idée de faire gagner la gauche, mais plutôt la perception par toute une collection d'individus que pour des raisons diverses, ils auraient leur chance ou une chance. C'est aussi l'absence d'une grande figure tutélaire, bien sûr, dans ce camp-là, qui aurait suffisamment de charisme et d'autorité, parce que le Parti socialiste, qui était le parti le plus dit de gouvernement, c'est un vocabulaire qui appartient à l'ancien monde. C'était le parti dominant jusqu'aux dernières présidentielles, en tout cas à gauche. C'est ça. Donc, il n'y a pas de figure qui s'impose à la tête d'un parti qui s'impose, donc il y a plutôt un trop-plein. Et puis, il y a une archipélisation, de toute façon, aussi sur cette partie-là de l'échiquier politique. Et de toute façon, de mon point de vue, par exemple, l'écologie, qui est une sensibilité importante, qui stimule les candidatures, parce qu'il y a eu quand même là aussi une sorte d'effet, peut-être d'effet d'optique, vu l'abstention énorme qu'il y a eu
en raison de la situation sanitaire. Et donc, on a vu l'écologie finalement comme une des formations politiques qui résistait le mieux à la fois au dégagisme, parce qu'il était une certaine forme de dégagisme ou de renouvellement, et en même temps parce qu'il y avait une abstention très forte qui touchait moins l'électorat bobo des centres-villes. Mais on l'a déjà dit à cette antenne, et je le redis, je pense que l'écologie n'a rien de gauche. L'écologie, c'est une sorte de demande catégorielle de cadres sup surdiplômés qui gagnent bien leur vie, qui profitent de la mondialisation et qui veulent encore taper un peu plus sur les prolos. Voire réouvrir des usines à charbon parce qu'ils détestent le nucléaire, voilà, et qu'ils veulent faire de la trottinette avec des. On a compris que vous n'étiez pas très fan, effectivement, d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas une expression politique sociale, ou en tout cas de gauche. Alors, si je reprends une enquête qui a été publiée par le Journal du Dimanche, c'est auprès des sympathisants français de gauche. On leur a demandé quelle figure pour vous ferait une bonne candidate, celle qui a le plus les faveurs des sympathisants, sans se déclarer d'ailleurs. C'est Christiane Taubira auprès de 53% des sympathisants de gauche qui ont répondu, suivi tout de suite après par Anne Hidalgo, la maire de Paris, 52%, Jean-Luc Mélenchon, 51%, Benoît Hamon, 50%. Tous les autres sont plutôt minoritaires auprès des sympathisants de gauche. François Hollande, par exemple, se retrouve à 36%. On a l'impression, Nicolas Corato, que les sympathisants de gauche, qui sont des millions et des millions en France, ne savent pas trop vers qui spontanément tous se tourner. Non, parce que, comme le disait Guillaume, il y a effectivement un grand vide à gauche et que les sympathisants de gauche ressentent un grand besoin de gauche, mais peut-être pas une envie de gauche dans la société. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a besoin de retrouver un clivage droite-gauche. Moi, je suis persuadé que c'est quand même l'équation ultime du pacte républicain. Et on voit bien effectivement que Macron, en absorbant les sociodémocrates et les sociolibéraux, a complètement vidé la gauche, ce qui prouve bien que la gauche n'était plus la gauche depuis longtemps. Parce qu'il y a un paradoxe qu'on pourrait soulever, justement. Mais finalement, il reste... Tout le monde dit, Nicolas, que Emmanuel Macron, conduit à la tête de l'État une politique plutôt de centre-droit, et à côté de ça, on dit qu'il a avalé la gauche. Oui, Emmanuel Macron produit au niveau de l'État une politique néolibérale de droite, un libéral autoritarisme de bon teint qui fait très plaisir au bloc bourgeois, mais qui a laissé la gauche complètement orpheline de programmes et d'hommes. Et effectivement, ce qui est marquant dans ce qui se passe aujourd'hui à gauche, c'est quelques égos qui effectivement commencent à affleurer. Vous avez oublié de citer Arnaud Montebourg, qui lui aussi a fait proposition de compétences pour les présidentielles de 2022, mais qui n'a pas encore de débat à gauche sur véritablement les vrais enjeux. Guillaume parlait de l'écologie. Pourquoi est-ce que l'écologie est à gauche aujourd'hui? Moi, je partage ce que dit Guillaume, mais pourquoi est-ce que l'écologie est à gauche aujourd'hui? Parce que finalement, la gauche, ça a toujours été l'idée de changer la société. Qu'est-ce qui reste à la gauche quand sur le social, elle a tout donné à Bruxelles, quand sur le sociétal, elle s'est finalement fusionnée avec d'autres forces politiques? Eh bien, il reste ce mythe un peu écologique qui peut lui faire croire qu'elle a encore un moyen de changer la société, parce que pour assurer la transition écologique de notre pays et de notre continent, il faudra changer de système économique, il faudra changer de système social. Voilà le discours qui est porté. Ces débats-là aujourd'hui n'ont pas lieu à gauche, et c'est bien dommage. Et ça vous manque en tout cas peut-être en un mot, mais alors vraiment en un mot, l'un et l'autre, réponse par oui ou par non. Est-ce qu'un candidat de gauche a une chance de remporter la prochaine présidentielle? Guillaume Bigot, oui, non? Non. Non, c'est clair et c'est net. Nicolas Corato? Oui, et je pense antiqué. C'est-à-dire une candidature président et Premier ministre. Voilà, une candidature plurielle à l'image d'une gauche, en tout cas plus que jamais plurielle. Merci à tous les deux d'être intervenus comme chaque lundi soir sur Sud Radio. Nos deux voix de la politique, Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française chez Plomb. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, publié chez Heredium. Et je vous souhaite d'ailleurs Nicolas Corato un prompt rétablissement, vu qui sur le Facebook Live de Sud Radio donniez l'impression de vous être battu avec un CRS ce week-end. Merci à vous. Non, j'étais chez mon ami Michel, j'enregistrais un morceau de rap. Ça arrive, effectivement. Ne vous battez pas trop. Jusqu'à la semaine prochaine, on aura encore besoin de vous. Merci beaucoup, Nicolas Corato. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Place à Stéphane Soumier dans un instant sur Sud Radio. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismart.